merci. Merci beaucoup à vous tous, tipeurs, qui nous soutenez dans notre grande aventure podcastique. Merci à toi, Carotte. Merci à toi, Tot. Merci à toi, Chevonne. Et merci à toi, Stéphane. Car sans vous, on n'aurait pas un micro en plus qui nous permet d'accueillir de nouvelles personnes. On n'aurait pas notre hébergement qui est déjà payé avec 2 ans d'avance, ce qui est pas rien. Et franchement, voilà, pour finir cette saison, on s'est dit, on va pas les faire rire. On va leur donner de l'amour et de la joie. Parce qu'on est comme ça, nous. On a beaucoup d'amour à partager. Et je suis sûr que parmi vous qui nous écoutez, vous avez aussi beaucoup d'amour et d'argent à partager avec nous en nous soutenant sur Tipeee. Voilà. Donc je voulais remercier nos tipeurs actuels et surtout nos futurs tipeurs qui nous permettront de faire une 9e saison. Oui, car c'est la 9e saison qui arrive, qui sera aussi exceptionnelle que nos podcasts. Oh, toi, grand gourou de la voix des bulles, nous te remercions pour ce prêche qui, je l'espère, nous ramènera beaucoup d'amour et beaucoup d'argent pour la prochaine saison. Prochaine saison qui s'annonce pleine de changements, pleine de bouleversements, pleine d'améliorations, notamment possible grâce à vos dons. Oui, vous, auditeurs. Non, c'est beau parce que vous êtes parti sur une sorte de truc un peu sincérité et finalement, en fait, sur l'onglet câlin, gratuit et tout, on s'aime. En fait, vous êtes que des crevards qui demandent de la thune, quoi. Oui, en fait. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui tâte les abricots. Oh là 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 là, dernier épisode de la saison, on est déjà au 175. 175 épisodes. On va arriver sur notre 9e saison la prochaine, ça fait quand même beaucoup. C'est plus que 8, mais moins que 10. Surtout quand on sera au écoute, quand on sera à l'écoute et qu'on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a réécouté l'épisode 0 et on s'est dit que mais c'est Thio quoi n'avait cette plus la voix même voix. Bah, il a mué depuis. C'est ça, j'ai grandi. Que notre diction était encore pire que maintenant, que notre rythme n'était pas terrible. Non. Alors, non, c'est pas le rythme qui n'est pas terrible, c'était ton omniprésence vocale. Oui, parce que c'est vrai que j'avais un timide à mes côtés, je dois l'admettre, qui s'est beaucoup sorti Les doigts de la gorge, c'est pour ça que sa voix est un peu plus grave. Les voix du cul. Nous sommes donc là pour une émission estivale. Qu'est-ce qu'il a le Une teubé en émission fait estivale avec Thio. Salut Thio. Bonsoir. Bonsoir Teubé. Et Isaac. Vous êtes en forme, vous allez bien, ça va? Bonsoir les auditeurs. Je suis Wana Epier. La famille, tout ça, ça va? Si vous découvrez ce podcast au milieu de l'été et que vous avez réussi à tenir jusqu'ici, déjà je vous dis chapeau. Nous sommes un podcast où on parle de bande dessinée, on fait des chroniques. Et le but c'est qu'on soit toujours au moins 2 à avoir lu les bandes dessinées. Pour pouvoir avoir un échange, une critique et un débat. Oui, parce que si tu es tout seul à débattre avec toi-même, c'est moins drôle. Et puis surtout que souvent on n'est pas d'accord, souvent. Ah mais on est d'accord sur rien en fait. Même sur le goût du sel, on est pas d'accord. Des règles, il y a aussi nos coups de cœur. Mais pour qu'une bande dessinée ait un coup de cœur, il faut que tous les lecteurs veuillent mettre le coup de cœur. Et quand on dit lecteur, c'est nous en fait. On fait et comme ça, c'est pas gagné. Parce qu'on est vraiment des enflures quand on lit nos BD. Oui, encore une fois, on n'est jamais d'accord, quoi. Et tous les auteurs qui les font, ces BD, en fait, on s'en fout. Ils ont beau avoir mis tout leur amour dans leur travail. Nous, ce qui compte, c'est la qualité finale et si ça nous touche. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on tâte les abricots. On est des ordures. Si ça nous touche. Donc, on va commencer par une petite rubrique online où je vais vous conseiller quelques webcomics estivaux. Ensuite, on fera quelques chroniques avec Chères Créatures, 100 milliards d'immortels Radio Zéro, Brindille, le tome 1, Night Dominion, le tome 1, L'Enfant et le Maudit, le tome 1, et Amorostasia, le tome 3. Il n'y aurait pas Amorostasia, franchement, avec tous ces tomes 1, ce serait une émission parfaite pour nous découvrir. Sauf qu'il y aura aussi un express avec Descender, tome 3. C'est vrai, mais c'est de l'express, on fait ça à l'arrache. De l'express. Allez, passe au online. Online. L'été revient. Oui, l'été revient. L'été, la bande dessinée de Thomas Caden, Joseph Safiedine, Monsieur Duveleroy, parce que j'ai pas son prénom, et Cécile Bidot. Comme c'est moche, c'est un truc pas préparé. Je sais. Non, mais c'est une marque de respect, c'est Monsieur Duveleroy. Oui, Monsieur, non, tu vois, je le respecte plus que les autres.
Été, c'était cette bande dessinée sur Instagram qui utilisait un peu le système vraiment d'Instagram pour raconter une histoire. Dans la première saison qui a eu lieu l'an dernier, c'était Sophia et Abel qui décidaient de se séparer pendant 2 mois juste avant le mariage pour se redécouvrir l'un l'autre. C'est génial comme idée, ça. Et la question, c'est de savoir s'ils allaient se retrouver jusqu'à ce coup de théâtre assez rigolo où on se rendait compte que la BD était écrite de telle façon que quand on les lisait dans l'ordre de parution, ça marchait, mais quand elle est lisée ensuite dans le sens anti-chronologique, ça marchait aussi. Quelque chose d'assez bien trouvé, une BD en Oubapesque. vraiment pas mal. Pour cette saison 2, on suit toujours Olivia et Abel, et particulièrement Olivia, dont la grand-mère vient de décéder. Et donc, elle va commencer à aller s'occuper de l'enterrement et découvrir que sa grand-mère cachait un secret. Je sais pas pourquoi ils sont morts de rire, parce que je parlais d'une grand-mère. Non, qui est mais décédée. c'est encore une histoire de mort, en fait. Oui, c'est vrai. On tourne dedans, ça fait 2 émissions, Voilà. on est dedans, quoi. Ouais, on est dans la mort et l'humour noir, mais ouais. Ouais, mais mes pieds vraiment pas bons en fait pour les enterrements. Oui, je suis très nul. Non, je suis vraiment nul pour les enterrements. Dixit, pied. Non, je suis pas bon pour les enterrements. Voilà. Je vous avoue, C'est magique, ça. le prêtre qui nous a mariés a dit qu'il était pas bon pour les mariages, mais très bon pour les enterrements. Tu vois, chacun son truc. Chacun son truc. C'est une question de tranche voilà, d'âge, c'est- la petite pyramide des âges sur les peines Mirabeau. C'est pas terrible. Donc c'est vraiment conçu pour réseau social. Ils utilisent autant que possible les options de pouvoir mettre des animations, des boucles musicales. Vraiment quelque chose qui marche bien. J'apprécie toujours ce ton, cette façon de raconter. Je suis curieux de savoir s'ils vont refaire une petite pirouette technique à la fin, même si Cacahuète. je pense pas que ce soit vraiment faisable. Ce n'est plus Erwan Surcouf qui dessine, mais Cécile Bidot. Et il y a vraiment un style que j'aime beaucoup, très coloré. Et voilà, on suit avec joie ces personnages. Abel repasse dans le coin. Donc c'est sponsorisé par Arte, c'est sur Instagram, sur le compte été_Arte sur Instagram. Je vous le recommande. La fin, c'est celle du secret des cailloux qui brillent. Je vous avais déjà parlé de cette bande dessinée. Le secret des cailloux qui brillent, c'était une bande dessinée qui se faisait financée par Patreon et qui avait plein d'auteurs très variés. Il y a eu en tout 2 saisons pour près de 70 épisodes qui utilisaient un peu la technique du turbo média avec beaucoup d'animation, parfois même des chansons. Il y a un épisode musical où ils chantent. Avec des styles graphiques vraiment étonnants et très variés. Pendant ce temps-là, ils me font la chorégraphie du clone de Johnny qui chante à côté. Et des trouvailles graphiques, moi vraiment un côté expérimental que j'ai beaucoup aimé. Attends, t'as une fois un délire qui t'applaudit pendant que tu parles. Quoi. Je sais, c'est la classe. Les auteurs en général passaient sur des arcs scénaristiques. Le dernier arc scénaristique était scénarisé par Julie Marot, dont on a déjà parlé jusqu'ici. Et donc, on va suivre un peu l'histoire de personnages qui vont lutter contre des dictatures, des complots entre les différents royaumes et entre les grands mages, dont le méga mage qui est un peu un des grands méchants de l'histoire. On finit sur un combat épique, plein d'action. Franchement, le secret des cailloux qui brillent, c'est très très bien, c'est tout disponible. Il n'y aura pas de nouveau tome, donc si vous voulez les soutenir, c'est trop tard. Mais bon, profitez-en tant que c'est accessible, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. T'as raison, baille bien dans le micro. Elia Police Investigation par Vidu. Je vous ai déjà parlé de Vidu, qui avait lancé un financement participatif sur un Ulule pour essayer de financer son projet. Les récompenses permettaient en fait de choisir les suites de cette bande dessinée qui va suivre Elia, une policière qui va enquêter. Apparemment, dans ce monde futuriste, quand un policier appose son badge sur un cadavre, c'est lui qui va devoir charger l'enquête. Et quelqu'un a apposé son badge sur le cadavre en question, et c'est pas elle. Donc elle commence à s'intriguer, à se demander ce qui s'est Elle passé. s'intrigue. Elle s'intrigue, oui, elle s'intrigue. Toute seule. Je m'intrigue. Je m'intrigue vachement ces derniers Oui. temps. J'arrive pas à me comprendre. Oui, mais comment ai-je fait pour mettre mon badge sans m'en rendre compte Bref, c'est très prometteur. Par contre, j'étais un peu déçu parce que la lecture a bugué sur mon ordinateur et que j'ai pas arrivé au bout du premier chapitre. J'ai pas arrivé. Ouais, j'ai pas arrivé. Ça m'a complètement tué. Alors, moi, du coup, je les suis sur Facebook, parce Ouais. que du coup, tu peux avoir une partie de
tu as la BD que tu peux suivre, et ensuite il faut voter aussi, je crois, pour les... Oui, voilà, les gens qui ont participé au Ulule peuvent voter pour la suite de l'histoire. Et leurs commentaires peuvent être intégrés dedans. C'est du scrolling, c'est assez intéressant parce que y a un mode de scrolling vraiment infini qui permet de suivre l'histoire avec de temps en temps quelques effets de scrolling latéral. Au niveau de la narration, c'est assez étrange parce que ça joue beaucoup sur les conversations et parfois on a l'impression que les dialogues collent pas forcément aux personnages qui parlent. Ça m'a fait un effet, une sorte de décalage. Pourtant, c'est bien raconté et j'aurais pas eu ce souci technique. Je pense que j'aurais déjà fini les tomes, les histoires présentes parce que j'aime bien ce style dans les tons bleu de Vidou qui est vraiment sa marque de fabrique. Hein. J'avais déjà parlé d'autres BD de lui. Donc voilà, il y a Police Investigation. Ça se trouve sur epi.turbointeractive. Je sais plus comment parce que ça me l'affiche pas sur mon site. .fr. Et allez y jeter un œil et j'espère que vous n'aurez pas les problèmes que j'ai rencontré. Ouais, je commence à fatiguer là. C'est Johnny qui chante derrière qui me perturbe. Ça, il me met vraiment le feu au cerveau. Hein. Allez, vas-y, enchaîne. Allez, mets le feu. Et on va commencer par une sorte de truc hyper étrange qui nous est arrivé directement par la poste. Chère créature chez Glénat de Jonathan Case. Ouais, un ovni, un objet BD non identifié. Où on va avoir donc l'histoire de Gru, une créature un peu monstrueuse. Aquatique. Oui, enfin aquatique, mais pas que. Assez étrange, voilà. Qui en fait passe ses journées à discuter avec des crabes, qui en fait sont a priori des casse-couilles, des crabes. Ouais. C'est des crabes. Hein. Et Gru, en fait, voilà, qui lui ne pense qu'à bouffer parce qu'il aime bien manger de la viande surtout. Viande humaine. Et il découvre des bouteilles qui ont été jetées à la mer et à l'intérieur desquelles il y a des textes de Shakespeare. Et en fait, il tombe amoureux de ces textes. Et donc, du coup, Shakespeare il va essayer de trouver qui est l'auteur de ces textes. Alors, sachant en plus que les bouteilles sont une sorte de cola célèbre à l'époque. Vas-y, continue. Okay. Non, c'est pour pas qu'il te coupe la parole. Et donc, du coup... Tu vois, l'effet de merde. Tu voulais pas que je lui coupe la parole et tu lui as coupé. Tu vois, c'était qu'une merde. Bon, et donc, du coup, là, lui, il cherche en fait ces bouteilles de cola en question. Et il va réussir à retrouver, donc, sur la terre ferme, Giulietta, qui est en fait qui est la personne, en fait, voilà, qui envoie, on va dire, ces textes à la mer, ces bouteilles, et que Gru a récupéré. Et là, on va se retrouver à suivre justement cet amour impossible entre Gru et Giulietta, parce que Giulietta trouve que même si Gru est moche et méchant, parfois, il est un peu le seul à l'écouter, parce qu'elle est un petit peu prisonnière d'une sorte de donjon. Voilà. On va s'arrêter là après parce que un donjon un petit peu éloigné. Un petit peu. Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles quoi sur plein de choses avec ce. Complètement. Des parallèles aussi avec le King Kong. Oui, tout ça. Déjà, Gru ne parle qu'en rime pentatonique. C'est ça, hein, c'est la rime pentatonique, qui est une rime shakespearienne. Il nous explique à la fin comment ça marche, parce que c'est vrai que pour un public français, on n'étudie pas trop ce type de rime-là. Au niveau du dessin, on a un noir et blanc. Simple. Très tranché. Très tranché, clairement. Et pas de nuance de gris. C'est noir ou c'est blanc. Point. Et ça fonctionne très bien. On se retrouve dans une petite Amérique des années 50-60. Les vieux bleds avec le shérif, les mecs qui sont les assistants du shérif qui sont complètement teubés, mais un truc de ouf. Plus teubé que ça, je pense qu'à mon avis, c'est que voilà, il a fait exprès. Ouais, c'est les charlots. Le shérif qui est un franc-tireur un peu brutasse aussi. C'est un mélange entre l'Amérique du fin fond du trou du cul du monde du Sud et les Soudoués à la plage. C'est ça. Et un peu côté les plages de Jaws aussi, hein, parce que je pense c'est vrai. Ouais. Donc en fait, on a ici dans ce bouquin, on a plein de références au niveau histoire. Des références, j'en ai trouvé quelques-unes, mais à mon avis, j'ai pas la culture pour toutes les voir parce que c'est vraiment du pulp de ouf, quoi. Et il y a dans l'histoire un vrai parallèle entre on va dire plein de récits littéraires et le visuel qu'on a. Comme je vous disais tout à l'heure, Giulietta, pour moi, c'est un petit peu voilà la princesse qui est prisonnière de son donjon et qui est sauvée en fait par un chevalier. Qui va défier les éléments, qui va rencontrer des obstacles et qui va tous les surmonter pour réussir à la sauver de son donjon et à la faire sortir.
Après, on veut aussi avoir une sorte de rencontre entre la Belle et la Bête. Ça, c'est quand même a priori le plus évident. Mais du coup, inversé, parce que finalement, on n'est pas certain de savoir qui est réellement la Bête et qui est la Bête. Enfin, qui est la Belle et qui est la Bête dans l'histoire. Qui est-ce qui est finalement le monstre qui doit changer et redevenir humain, ou qui est-ce qui était plus humain et qui doit revenir avec les vivants. Enfin bon, voilà. J'ai été à peu près bluffé parce que c'est tellement bizarre, tellement étrange, interpellant parfois, mais ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne de ouf, et j'ai vraiment pris un bon petit plaisir à lire ça, parce que ça a parfois ni queue ni tête, mais tout s'imbrique, et j'ai passé vraiment un bon moment sur un bouquin qui est quand même qui est vachement épais, et qui demande quand même une lecture assez assidue, mais Oui, parce que les rimes shakespeariennes, c'est pas évident. Puis c'est dense au niveau du récit, c'est dense au niveau du dessin. Il y a plein d'informations à aller chercher dans chacune des cases. C'est pas une lecture de tout repos. Il y a presque 200 pages, mais voilà, vraiment une très bonne découverte. Voilà, un très très grand plaisir. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'ai passé un super moment aussi. Effectivement, comme je disais, c'est pas une lecture facile de tout repos, parce que c'est riche. Jonathan Case, alors que c'est un de ses premiers bouquins, peut-être même le premier, nous pond quand même quelque chose qui est très abouti et pas simplement propre. Non, c'est une révolution intellectuelle, entre guillemets. On fait appel à plein de références, à plein de cultures, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans les stéréotypes de certains personnages, ou des choses qui sont inversées. Effectivement, on a beaucoup de personnages en plus. On n'est pas simplement sur un personnage principal et une héroïne à sauver. Non, les personnages annexes, les personnages secondaires aussi ont une importance capitale, que ce soit les enfants, que ce soit le policier ou les autres policiers, que ce soit la sœur, etc., etc. Les personnages non visibles aussi dans la temporalité, qui ont un lien, parce que c'est eux qui ont créé aussi l'état d'esprit de ces personnages-là ou leurs conditions. Enfin, c'est d'une richesse invraisemblable, tout en étant léger et barré. Et grâce au crabe. C'est quand même quelque chose de dingue, quoi. Ce Gru, qui est une créature qui joue le rôle de la bête, mais qui en même temps est le plus humain de tous, peut-être l'un des plus cultivés de tous, qui a la cervelle à l'air, qui bouffe des humains, mais qui en même temps est capable de déclamer du Shakespeare, et qui est touché par cette sensibilité-là, et qui n'est qu'en quête d'amour. C'est des choses qui sont extrêmement décalées. Le dessin fait que ça redécale encore d'un cran supplémentaire, parce que ce noir et blanc est quand même assez dur, et toutes ces touches de légèreté au milieu viennent vraiment en contre. Voilà, moi je trouve ça pour un bouquin de début extrêmement riche, extrêmement bien posé, et qui au final se conclut, se termine. C'est-à-dire qu'on a réussi, en plus, à terminer. C'est pas simplement une idée d'un étudiant comme ça. Non. Il y a un truc qui se termine et on a une histoire qui est posée. Voilà. Pour moi, c'est une véritable réussite. Je me pose la question du coup de cœur, parce que je vais dire, ça ne m'a pas plu à proprement parler. Mais ça m'a bluffé. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, très bien réalisé, très bien pensé, très bien réfléchi, très bien pondu à l'arrivée. Alors moi, je veux d'abord revenir un peu sur le dessin, parce qu'on parlait de ce dessin noir et blanc tranché qui va un peu chercher dans la BD pulp, les Eerie, les Creepy, Tales from the Crypt américaines, un peu le classique. C'est une des influences principales au niveau narratif. Et puis aussi cette narration, il y a un travail sur la narration, la façon dont les cases se filent les unes après les autres, s'enchaînent tout en finesse, en jouant sur des bouts d'images qui poursuivent d'une case à l'autre et qui permettent de remonter dans la page pour relire, et avec une fluidité, mais c'est une limpidité de lecture que je trouve magnifique. Moi, je suis sensible à ce genre de choses-là. C'est super bien raconté, narré. Le dessin est superbe, la façon de le raconter est superbe. Scénaristiquement, on est clairement dans voilà. Et si le monstre, la créature du marais, le monstre de l'océan, le truc classique que tu as dans tous ces films de la Hammer, qui est encore une de ses références derrière, d'un coup, découvrait Shakespeare et que ça le marquait. Parce qu'avant ça, c'est le monstre, il voulait manger de la chair humaine, et il a découvert Shakespeare, ça l'a marqué jusque dans sa façon de parler.
Il ne parle plus qu'en vers classique shakespearien. Ce qui pour le traducteur a dû être une horreur. Là aussi, il y a eu du boulot. Ouais. Et donc on se retrouve avec des références populaires, des références de grande littérature shakespearienne, des références, en fait, je sens qu'il y en a partout et que je passe à côté, mais d'un nombre d'idées énormes. Et j'ai senti un peu cette frustration-là, mais en fin de compte, bah, c'est pas grave, parce que j'ai eu l'impression que ça me donnait une ouverture vers des trucs. Bah, il y a quelques références que j'ai captées, mais c'est des sujets que je connais pas bien. Peut-être que j'aurais envie d'aller voir un peu plus loin par là, et que ça m'amènera vers d'autres lectures derrière. Tu vois, c'est une sorte de premier pas dans tout un genre ancien, et qui, je pense, serait vraiment intéressant d'explorer à nouveau. Moi, voilà, j'ai passé un moment superbe. C'est une très belle histoire qui arrive à contrer cette lourdeur, entre guillemets, du texte, de la référence, avec la légèreté des crabes qui sont là purement en personnage humoristique pour faire ça un peu léger, même si les humains permettent aussi d'avoir un ton un peu léger. Oui, parce qu'il faut le dire quand même qu'il y a un gamin qui a disparu par hasard et que tous les humains se disent que c'est la photo monstre, hein, forcément. Je crois même on a la scène avec les pioches et les torches. Non, on l'a pas celle-là. Non. Le classique. Mais on est vraiment là-dedans. Et moi, rien que pour ça, pour trouver que ça marche, m'avoir envie de m'ouvrir à d'autres choses, à cette curiosité, je pense que c'est une BD qui mériterait ce coup de cœur-là, parce que voilà, c'est vraiment super bien mené, c'est bluffant, c'est un superbe travail, et ça me donnerait envie d'avoir une suite et de voir ce que peut faire cet auteur derrière, quoi, parce que waouh. Voilà, donc moi je validerai un coup de cœur. Y a-t-il suite? Thio. Voilà, ce silence. J'ai été surpris, j'ai été emballé par plein de choses, mais je m'y replongerai pas en fait. Donc non. Bon, je crois que... Il faut attendre le tir. Non, mais pour le coup, faut qu'il y ait une unanimité. Je t'avoue que tu me facilites la tâche. Parce que t'hésitais trop. Parce que j'hésitais quand même beaucoup. C'est vrai que j'y ai passé un moment plaisant. Dans le sens où effectivement j'ai trouvé ça très bluffant et très intéressant. Maintenant le fond de l'histoire m'a pas plus emballé que ça, et c'est ce qui me dérange dans l'histoire. La réalisation est magistrale, le fond du propos m'intéresse finalement que peu, mais c'est très bien réalisé. Donc c'est pour, si tu l'avais mis, je pense que j'aurais caractère suivi. universel, on va dire. Mais c'est ça, voilà. Mais par contre dans l'univers de la bande dessinée, c'est très intéressant d'avoir cette BD chez soi. Eh bien, Chère créature de Jonathan Keyes chez Glénat. Petit retour sur du crowdfunding, je crois. 100 milliards d'immortels, Radio Zéro. Stéphane de Caneva replonge dans son univers de 100 milliards d'immortels où, soudainement, toutes les personnes qui sont mortes reviennent à la vie, que ce soit sous le côté cadavre à la zombie, même s'il ne va pas manger des cerveaux, ils sont juste revenus à la vie, voilà. Ou alors d'esprits qui se baladent dans la nature, et plus personne ne meurt. On se retrouve donc avec 3 catégories de personnes. Les personnes qui sont complètes, celles qui sont un peu abîmées, qu'on a recollées avec de la synthèse, quoi, hein, et des esprits qui vont pouvoir être incarnés dans des corps robotiques, faits sur mesure, et qui sont plus ou moins balèzes en fonction des sous qu'on va mettre dedans. Voilà pour la base de cet univers. Sur ce, Stéphane de Caneva a voulu raconter plein d'histoires courtes qui vont explorer différents penchants de son univers. Et on sent qu'il va s'amuser avec différents styles, différents genres, pour nous faire explorer vraiment des côtés originaux. Il va faire une BD inspirée des vieilles BD des années 70. Il va en faire une plus BD historique. Il va faire quelque chose d'un peu plus hallucinant. Voilà, il essaye de varier son style, même si j'ai trouvé que ces variations de style se retrouvaient plus dans les couleurs et dans un peu les effets que dans le style graphique. J'ai pas trouvé ça forcément très marqué dans le style graphique. Pour nous raconter plusieurs mini-récits qui va suivre
un soldat à la guerre qui se réveille d'un coup et il sait pas pourquoi. Des gens qui essayent de retrouver des corps. Des sortes de groupes d'immortels qui essayent de monter des complots. Voilà, un peu pour résumer le différents types d'histoires. C'est bien raconté, les histoires, le fait de l'histoire courte sont sympas, c'est une bonne prolongation de l'univers de 100 milliards d'immortels, mais ce n'est que ça, une prolongation. C'est-à-dire que je suis pas sûr... en fait, voilà, pour moi, c'est soit un avant-goût, ça va te donner envie de lire la suite, soit c'est un bonus si t'as aimé la BD. Mais ça suffit pas en soi-même. Ça manque un peu ce côté-là. Ne reste que le dessin de Stéphane de Canava est vraiment superbe, qu'il a fait un bel objet, une BD sympathique, couverture souple, couleur et noir et blanc pour certaines planches. Et j'ai passé un bon moment à le lire. Thio. Moi, je dirais que c'était pas. Je suis pas aussi dur que toi sur les histoires quand même, parce que là, il y a quand même un lien entre toutes les différentes histoires. Il y a une sorte de fil rouge quand même qui les unit un petit peu toutes. On retrouve un petit peu les mêmes questionnements qu'on avait sur Descender, sur la place que justement vont prendre ces morts et ces entités robots pour certaines au sein de la société. Ouais, moi, voilà. Après, parce que du coup, t'as quand même une histoire qui va du début à la fin sur certaines pièces qui sont recherchées, pourquoi, par qui. Ouais, non. Enfin, j'ai trouvé ça quand même très plaisant, très agréable. Surtout quand tu sais qu'au départ, voilà, tu fais le crowdfunding sans savoir exactement en fait sur quoi va porter l'histoire elle-même. Non, voilà. Je dirais que c'est une très bonne suite au premier 100 milliards d'immortels, qui touche quelque chose de vraiment différent, et je trouve que scénaristiquement c'était beaucoup plus intéressant que le premier. On a envie en tout cas pour moi j'ai envie de prolonger cet univers et d'avoir de nouvelles histoires dedans, quoi. Mais voilà, non, moi ce lien que tu as trouvé entre les histoires, je l'ai pas, il m'a pas marqué, quoi. Ça m'a, alors peut-être que je l'ai lu un peu trop survolé, j'en sais rien, mais j'ai pas été du tout. Ok. Voilà, ça m'a pas marqué du tout, tu vois. T'as la pièce de l'ordinateur central qui est dans le début, en fait, ce que cherchent les chasseurs de primes, l'entité qui est en plein milieu. Puis du coup ça revient, et après tu as aussi l'événement du vaisseau frontière là qui va disparaître parce que les robots sont devenus trop intelligents. Enfin bon. Ouais, effectivement, oui, il y a cette pièce, effectivement, mais j'ai pas trouvé Pour moi, c'était plus un MacGuffin, un truc que tu mettais là pour essayer de donner un intérêt, mais qui n'apportait pas grand-chose, quoi. Ok. C'était juste, tu vois, une sorte de petit jeu scénaristique, mais sans vraie finalité en dehors d'être un outil scénaristique. Soit. Passons à la suite. Voilà, donc 100 milliards d'immortels de Stéphane de Caneva, que vous pouvez peut-être trouver en allant sur son site, parce que sinon je vois pas trop comment, vu que c'est du crowdfunding. Isaac, parle-nous donc de Brindille. Je vais vous parler de Brindille. Brindille est un tome 1 qui s'intitule Les Chasseurs d'Ombre, par Frédéric Brémaux au scénario et Federico Bertolucci au dessin et à la couleur. C'est un duo d'auteurs qu'on avait rencontré déjà sur Love, pour lesquels on avait été plutôt emballé, même si on n'avait pas forcément acheté la suite. On avait bien aimé l'ambiance qui était rendue, on avait bien aimé les dessins. Je crois qu'on avait vu que le tome 2 d'ailleurs, Renard, je crois que c'est le tome 2. Donc voilà, on avait bien aimé en tout cas l'ambiance qui était rendue, ce qui avait été proposé. Et donc là sur Brindille, on est sur donc une nouvelle publication. C'est prévu en diptyque. On est dans une forêt, on a une jeune femme nue qui court et qui fuit en fait un incendie. Elle se retrouve face à un mur. Après tout un tas de péripéties, elle va trouver refuge dans une grotte, elle perd conscience, et là elle va se réveiller ensuite, un petit peu comme comment elle s'appelle, Boucle d'Or avec les petits ours. Elle va se retrouver dans un petit village qui est peuplé d'étranges créatures. Bien sûr, elle a peur, on réveille, elle ne sait pas où elle sait pas surtout qui elle est. Elle a perdu la mémoire, elle est devenue amnésique.
Et bien le petit peuple autour va essayer de comprendre qui elle est, va lui raconter ce qui s'est passé. Le chef du village va arriver et essayer de comprendre. Bon, bref, ils la prennent un peu sous leur protection. Ils vont lui donner des vêtements, bien sûr, parce que pour l'instant, elle est nue. Mais ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que l'histoire qu'elle raconte, c'est que donc elle s'enfuyait face à un incendie et qu'elle a vu un grand mur. Voilà, c'est tout ce qu'elle a en mémoire. Le problème, c'est que dans la forêt alentour, aucun incendie n'a eu lieu. Ils sont au courant de rien. Le problème, c'est que cette jeune fille a des traces de brûlure. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre dans tout ça. Et donc elle va essayer de retrouver le pourquoi du comment. Elle va rencontrer Mélis, qui est le chasseur de la tribu qui l'a retrouvée. Elle voudrait qu'il l'amène sur les lieux où elle a été retrouvée, sauf que lui n'a pas le droit de le faire, puisque personne n'a le droit de s'aventurer dans la forêt, sauf les chasseurs, pour aller récupérer de la viande, car c'est bien trop dangereux. Et donc voilà, on est sur ce premier tome dans une quête de qui elle est, une quête des souvenirs, d'où elle vient, etc. On a quand même un grand flou. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est à la fois la force et la faiblesse, à mon sens, de ce premier tome. C'est-à-dire que l'auteur nous positionne en situation d'attente, mais en attente dans tous les domaines. D'où elle vient, où elle va, qui est ce peuple, dans quel monde on vit, à quelle époque on est. Voilà, il y a du flou partout. Alors on peut appeler ça du mystère, certes. Maintenant, je trouve qu'on manque un minimum de certitude. On ne sait vraiment pas, mais alors vraiment pas, sur quel pied danser. On n'a à peu près aucune information précise sur la trame du scénario. On ne sait même pas où ça va aller. Voilà. Et autant je suis emballé par le dessin, je suis emballé par l'aspect mystérieux du pourquoi, du comment, de la quête, de d'où elle vient, d'où elle va, que c'est sans doute un personnage clé pour quelque chose. Mais on est dans des peut-être à chaque bout de phrase, quoi. Et c'est ça qui, à mon sens, pose un petit peu problème. Voilà. Pied. Oh mon Dieu, j'ai perdu la mémoire, mais je suis sans doute lié à une grosse quête terrible qui va changer le destin du monde. Bon, c'est ce que j'appelle un pitch plein d'originalité. C'est quelque chose, tu vois, que je n'avais jamais vu. J'ai été totalement subjugué par cette histoire. Donc on voit cette jeune fille qui se retrouve dans un village, le village des Beaunes, parce qu'en fait, c'est les Beaunes, au niveau graphique, techniquement. Oui, c'est là, c'est du clin d'œil, je veux dire, mais c'est quand même très appuyé. Et ouais, on a ce récit où on sait pas grand-chose, il y a des petits flashs de machin chose, et t'arrives à la fin du tome et t'es content, effectivement, ce que tu disais, on n'en sait pas grand-chose de plus. Graphiquement, c'est très réussi, même si je préfère le travail sur le dessin animalier des auteurs. Ça marche, c'est dynamique, c'est efficace. Mais en fait, j'étais tellement déçu, je pense, par le récit, que je me suis pas laissé emporter par le dessin, en fait. Tu vois, il faudrait que ça forme un peu un tout, que tout soit la même qualité pour que le dessin renforce le scénario, qui renforce le dessin. Et non. Là, ça a été pour moi un peu raté. Et c'est dommage, parce que c'est des auteurs que j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font. Et là, alors peut-être qu'il va y avoir un tome 2 avec, tu vas faire, mais j'avais complètement tort. En fait, c'est génial parce que comme ils nous ont rien dit dans le tome 1, ce qu'ils nous disent dans le tome 2, c'est génial. Mais comme ils nous disent rien dans le tome 1, à la fin de cette histoire-là, je peux pas dire, quoi. Et moi, c'est ce que je redoute, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a plein de révélations dans le tome 2, ça sera extrêmement déséquilibré au niveau des deux tomes, parce qu'il n'y a que 2 tomes. C'est-à-dire qu'on ait une présentation aussi mystérieuse quand on s'embarque dans un truc au long cours, why not? C'est déjà pas terrible, mais why not? Mais là, sur un diptyque, ça veut dire que ça va forcément être déséquilibré. On n'a rien en termes d'informations sur le premier tome, et on va avoir un monceau d'informations, du coup, dans le deuxième. Si on l'a, je sais oui, pas, mais alors du coup, ça veut dire qu'on reste dans le flou. C'est pas une histoire quoi. où il n'y a pas d'histoire. Voilà, donc un super idée. peu déçu, parce que je le trouvais très joli, surtout que je le trouvais tellement très joli que c'est moi qui l'ai mis dans les mains de Thio pour qu'il l'achète. Ah, bravo. Thio, justement, toi l'acheteur. Ouais. C'est à moi, ça? Ouais. C'est à moi, ça. Sérieux? Ouais. Non, mais c'est à moi, ça. C'est à toi. Mais j'avais bu ou quoi? Mais non, mais revends-le. Non, mais là, tu le revends.
Tu pourras Non, l'améliorer. je vais le revendre parce que non, c'est. Enfin, T'es d'accord, c'est ça? Non, je si, tiens- attends, on la refait les gars, il doit la revendre. Alors c'est un album absolument essentiel à avoir dans sa BD. D'ailleurs, si vous voulez, je le mets en vente sur le Bon Coin, pas trop cher. Non, Une version c'est- exceptionnelle à 28 €. Ouais. C'est rare. C'est rare parce qu'à mon avis, elles vont toutes passer au pilon. Ah oui, carrément. Tu en es là. Mais c'est pas bon. Voilà, moi je me suis fait chier. Graphiquement, c'est joli, oui. Bon, t'as le petit côté, le village de Beaune. Après, t'as encore un renard. C'est ok. d'accord, hein, c'est beau. Il y a les quoi. renards. Oui, mais le renard, c'est le même que dans Love, quoi. Tu retrouves. Ah, bah, c'est En les plus renards. cartoony. non, mignon. moins cartonné justement que dans Ouais, tu Love. trouvais? Mais bon. Bah, il est un peu plus bourru, il a un peu plus de. Enfin bon. Mais au niveau de l'histoire, c'est chiant. C'est Ouais. chiant sans nom, quoi. Il ne donne pas ça à manger, quoi. Non, franchement, voilà. C'est vrai. Enfin, allez, c'est bon. Ouais. Tu sors avec une blague comme ça, je pense qu'on peut arrêter. On va passer à la suivante. Hein, c'était pas une blague. T'as entendu une blague quand je... Ils nous donnent pas assez à manger. Bah, c'est une brindille, c'est pour ça. Oh putain. Allez. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, on fait même des blagues. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Je pense que là, du coup, tu vois, brindille, ça nous a vraiment pas plu. On va laisser tomber. Je pense que vous avez assez bien parlé. Allez, on passe à la suite. Non, mais moi je lirai. Oh putain, waouh. Toi, Il a t'as dit on t'as passe un à la suite, lancement on de passe à la jingle, mais ultra rapide. Ouais, je suis comme ça. Donc moi j'allais dire que je lirai le tome 2, mais sans doute en librairie. Night Dominion de Ted Naifeh aux éditions Glénat. Saison 1. Alors, ça veut dire Ah qu'il oui, saison 1. ça veut dire qu'il y aura peut-être une saison 2. Donc, vous rentrez dans une auberge, un barde est en train de jouer de la musique. Le barde vous fait un petit signe de tête, un petit clin d'œil, et vous invite à le suivre dans un coin sombre de l'auberge. Là, Non, ce n'est pas un vous pédophile. Il y a quelqu'un retrouvez- d'encapuchonné. il y a là, mais excuse-moi, merci, je peux faire. Pardon, je crois que on est en narration partagée, un peu moderne, tu vois. Non, mais non. Ah non, justement, c'est pas moderne C'est du jeu du de rôle, tout. c'est du jeu de rôle professionnel, monsieur. Ah, On pardon, ne fait que lancer les excuse-moi. dés. Un homme encapuchonné vous attend. Et là, un mage arrive et on invite la serveuse à s'asseoir avec vous. Excuse-moi, est-ce que je reconnais le mage? Je peux lancer le dé pour savoir? C'est ça, c'est un peu ça. Est-ce que je connais quelqu'un? Bon, et là, forcément, Est-ce que la servoise est empoisonnée? Je peux lancer les dés? ça, il faut goûter. Je peux pas lancer les dés? Non. Merde. Donc là, du coup, on se retrouve avec le barde qui fait bon les gars. Je peux fouiller la pièce? Il y a des pex? Je m'attendrais plus à... Je peux tuer quelqu'un gratuitement sans raison Hey, je crois qu'un couteau tombe du ciel et se plante dans ta tête. Putain, t'as pas de cul. Ah. Et c'est bien d'être MJ. Ta gueule, c'est magique. Donc bon, voilà, ça sent un petit peu. Je veux dire, vous entendez le roulement de dés quand vous commencez en fait cette histoire. Forcément, le barde là va leur proposer d'attaquer la tour d'une sorte de culte assez obscur, mais qui marche plutôt bien dans la ville. Donc a priori, il doit y avoir des P7. Hein. Quoi, il y a un culte obscur? Et donc, ils vont aller faire un casse. Mais pour ce casse, il leur faut, qu'ils soient 5. Alors forcément, il y en a une qui hésite un petit peu. C'est la voleuse, qui est la voleuse la plus recherchée de la ville, qui était déguisée en fait en serveuse et qu'on n'avait pas reconnue. Alors, heureusement, il n'y a pas que cette histoire dans l'histoire. C'est le tome, c'est le premier chapitre. C'est le premier chapitre. Cette histoire donc de vol va forcément amener des conséquences, mais on va aussi suivre l'histoire donc de la voleuse, qui à mon avis est plutôt le personnage principal de l'histoire elle-même. Qui est de Batman, pardon, la pas nuit. Batman, mais... Oui, elle s'appelle la nuit. Ah oui, par contre, oui, il est rigolo le Batman qui va avec elle. Ouais, il est cool. Oui. Elle, c'est la Son Catwoman. espèce de meilleur ennemi mentor. Il a un design Batmanesque, quoi. Batmanesque. Oui, c'est volontaire. Ah Je oui, pense non, que mais c'est- nous, on en parlait tout à l'heure dans le truc des hiboux, là. Dans la cour des hiboux, je trouve que il a ce style-là, quoi. Donc, Thio, on n'arrête pas de te couper, on est des Ouais, enfants. après écoute, voilà, pour le pitch, je pense que c'est bon, hein, on a fait le tour. Au niveau de l'histoire, même s'il y a donc les intrigues secondaires qui ramènent un petit peu d'intérêt, j'ai pas été follement emballé. Ça m'a pas fait non plus kiffer quand même. J'ai pas décollé du siège. J'ai senti, si tu veux, tu vois, j'ai eu l'odeur, tu vois, de la bougie un peu que tu viens juste d'éteindre et que quand tu finis ton jeu de rôle, bah c'était ça. Voilà. Au début, je me suis dit bon, ça va être une partie de jeu de rôle, puis finalement, ça avance un peu. Il y a d'autres intrigues qui se mettent en place. T'arrives à la fin, ok. Bon, bah, bof. Graphiquement, bah là aussi, pour moi, ça a un peu pêché. Grosse difficulté quand même pour
pour reconnaître certains personnages. Les deux filles se ressemblent beaucoup. Et à des moments, il faut quand même, faut que tu lises en fait toutes les cases et pour te dire qui c'est. Et c'est au bout de 2-3 cases que d'un coup tu dis ah ok, ça c'est la voleuse. Et c'est je trouve assez chaud quand même parce que bon, Ted Knife il est pas non plus nouveau dans le taf quoi. Donc voilà, ça m'a quand même beaucoup choqué quoi. Mais c'est joli sans plus. Ça voilà. Pas enthousiaste les gars. Désolé, j'arriverai pas à vous dire que c'était la BD de l'année quoi. Le Night Dominion. Bon, allez, je remets mon CD de Dead Can Dance, parce qu'il faut être dans l'ambiance, hein, avec les bougies, tout ça. Hein. Oui, on peut mettre aussi une BO de Conan, ça marche. Oui, toujours un grand classique. Ça, c'est que pour la fin, pour le combat final. Ouais. Je vous ai spoilé, désolé. Le premier chapitre, effectivement, j'ai fait waouh, on sent vraiment rouler les dés. Ils sont en train de monter une équipe pour un casse, ça va pas beaucoup plus loin. On présente les personnages. J'ai trouvé ça un peu bateau et je me suis dit mais dans quoi je me lance. Après on part vraiment dans ce qu'on appelle la Sword and Sorcery, c'est l'heroic fantasy à la Conan, donc avec les cultes de sorciers violents, tout ce que tu veux, et donc on retrouve ce côté-là avec le casse. Chaque personnage a ses secrets, a ses failles, des clins d'œil. Donc oui, il y a, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a une sorte de justicier qui lutte contre la voleuse qui s'appelle la nuit. On sent vraiment le côté Batman et Catwoman dans la relation. Le justicier, on découvre que de jour, c'est un des nobles qui a l'air d'être un dilettante, qu'en fout pas une. Enfin, et on se retrouve avec un univers qui commence à s'enrichir dès le deuxième chapitre. Et là, ça devient... Attends, le Batman, là, c'était en fait le noble dilettante. Ouais. Ah ouais. T'avais pas capté? Ah si, quand même. Mais je t'avoue que j'ai mis du temps, en fait. Mais vous spoilez grave, les gars. Ouais, non, mais en fait, j'ai mis du temps à m'en apercevoir, en fait. D'accord. Bon, c'était un peu sous-entendu, mais bon, moi j'y pensais très vite, c'est surtout pour ça. Bref, cet univers est intéressant, ça marche bien, il y a des bonnes trouvailles, ça finit sur vraiment du combat épique de la mort, etc. Mais c'est vrai que ça sent un peu je vais prendre plein d'éléments sympas et les mélanger pour faire un peu mon plat réchauffé. C'est pas mauvais en soi, mais bon, c'est le plat de la veille, quoi. Ils ont rajouté 2-3 trucs dedans pour rajouter du goût, mais ça va pas plus loin. Yuzu. Caviar, citron caviar. Citron caviar. Ouais, toi, t'es trop 2017. Donc, le dessin de Ted Knife, moi j'aime beaucoup son style graphique. Je trouve qu'il est très efficace, même si effectivement il y a des problèmes dans les reconnaissances de personnages. Mais moi je trouve vraiment son dessin vraiment sympa, même si je suis pas sûr que la couleur aille bien à son trait. Et toi, c'est bon, on a compris ton avis, monsieur. C'est pas la peine d'en rajouter. Monsieur qui n'a pas lu le bouquin, en Qui n'a fait. pas lu le bouquin en plus. Pas en entier, non. Voilà, petit joueur. Non, en fait, non. Bref, c'est sympa, c'est plutôt pas mal. Pour une collection qui se veut, c'est la nouvelle collection de chez Glénat qui s'appelle Parle dans le micro. Login, donc qui est une collection pour jeunes adultes. Je trouve que le niveau d'intrigue est plutôt intéressant. C'est un peu complexe, il y a 2-3 trucs qui sont pas mal, mais Regarde Conan le Barbare, hein, tu passeras un meilleur moment. oui. Faut voir les lire, mais on en reparlera une autre fois. Ça va venir. Ça va venir. Voilà, donc Night Dominion de Ted Knife chez Glénat. Si vous avez rien d'autre à faire, vous pouvez le lire. Sinon, franchement, faites autre chose. D'extraordinaire. Non, honnêtement, moi perso, j'ai lu les 3 Descenders d'affilée. C'est autrement plus dense que ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Celui-là, je suis resté 2 jours et demi dessus. Ça n'a pas avancé, quoi. Voilà. Non, le dessin m'a pas du tout fait rentrer dedans. Le contenu m'a pas du tout fait rentrer dedans. Grosso modo, t'es de notre avis, en fait. Ouais. Je t'avoue, j'ai regardé Infinity War, c'est passé tout seul. J'ai voulu regarder Lars von Trier après. C'est pas passé, quoi. Moi, je pense qu'avant de dire des bêtises, tu devrais passer à la suite. Oui. Mais il est con. Hein. L'enfant et le maudit. Je me demande qui est le maudit. Ouais. Fais pas l'enfant. Pour information, c'est moi qui en parle. Ouais. C'est un manga Ouais. par un certain monsieur Nagabe. Ouais. Scénario et dessin. Ouais. Donc, Je peux te l'envoyer dans la figure ou pas? Tu lui as fait pareil tout à l'heure. tu peux dire ouais. Non, moi, je faisais E. C'est pas pareil. Oh, pardon. C'est vrai, excuse-moi. Ça change tout.
L'enfant et le maudit, donc premier tome. Alors sachant, je vous annonce tout de suite, hein, j'ai acheté la suite, donc ça pose tout de suite les bases. Mathieu me fait un petit cœur. Tu m'aimes? Ça y est, tu m'aimes c'est ça. Donc on est dans un pays imaginaire, hein, lointaine contrée. On a une petite fille, on a une créature monstrueuse, et il y a une malédiction. Ça, c'est la base. Alors maintenant, on est un petit peu plus dans le pitch. Cette petite fille est étendue sur un tronc d'arbre. Elle se réveille gentiment, doucement. Elle regarde dans le seau qu'elle a à côté d'elle, qu'elle avait rempli avec 2 couronnes de fleurs. Et puis, la journée passe très très vite quand même. Hein. Le temps file à toute vitesse. Et si le professeur la trouve là, elle va se faire gronder. Alors, elle va ramasser son petit seau. Et puis, derrière elle, en fait, il y a une silhouette sombre, noire, qui approche. Une créature avec des cornes sur la tête, qui est très grande, très longiligne, qui est assez effrayante, qui a une queue fourchue qui sort de son manteau. Qui a quand même la classe. Qui a grave la classe, mais qui est quand même assez effrayante. En fait, la petite fille n'a pas peur. Non, bien sûr, c'est lui le professeur. Et il lui dit, il faut pas rester là, c'est dangereux, ma petite fille, faut qu'on y aille maintenant, hein, on va y aller. Donc ils vont tous les deux dans le village, qui est pas très loin, pour trouver de la nourriture. Mais dans le village, en fait, il n'y a absolument personne. Enfin si, il y a une vague silhouette aperçue au loin par la fillette. Et une fois rentré donc à la maison, il mange, mais le professeur rappelle à la fillette que non, tu ne peux pas me toucher. Rappelle-toi, si tu me touches ou si tu touches quelqu'un d'autre venant de l'extérieur avec un grand E, la personne va se retrouver maudite. Voilà dans quel monde on évolue, avec une petite fille qui va donc faire des rencontres, bien évidemment, un petit peu plus tard, avec cette peur de la malédiction qui va planer autour de cette jeune fille. Qui attend ses parents. Et cette jeune fille qui attend que ses parents reviennent, et le professeur la garde, s'occupe d'elle en attendant. C'est un premier tome d'ambiance. Et l'ambiance file un petit peu la chair de poule, parce qu'on alterne entre cette jeune fille toute fraîche, toute frêle, toute gentillette, toute douce, mais qui recèle une malédiction, qui renferme peut-être une malédiction, qui peut être porteuse d'une malédiction. Et autour d'elle, des créatures qui, franchement, ne donnent pas très envie d'aller les côtoyer. Et avec un univers étrange où on a un monde qui est séparé en deux, l'intérieur, l'extérieur. Dans l'intérieur, il y a les humains qui y vivent, a priori. Et dans l'autre, il y a les personnages qui sont maudits, qu'il ne faut surtout pas croiser, rencontrer, toucher, etc. C'est une parabole. Les étrangers. Donc bref. Oui, tu as eu peur, Mathieu, hein, tu as eu peur. Donc voilà, on est vraiment dans une histoire d'ambiance, et l'ambiance est extrêmement bien rendue. Voilà, il faut dire ce qui est. On n'en apprend pas beaucoup dans ce premier tome, mais on a quelques éléments forts de trame de scénario, et on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite, de voir comment ça va évoluer. Donc on vous donnera la suite du scénario un petit peu plus tard. Je vais revenir 2 minutes sur le dessin, moi qui ne suis pas fondamentalement un grand fan des mangas. C'est d'une efficacité redoutable. Le travail sur les noirs, sur les petits traits de crayonné, de remplissage, d'ombrage, etc. Les trames, ça vient compléter le dessin divinement. Voilà. C'est simple, d'une efficacité de dingue. Et de temps en temps, on a des planches qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus recherchées, mais avec toujours un boulot sur le noir ou sur le contraste noir-blanc, y compris dans la mise en page. On a aussi beaucoup de pleines pages. Voire des doubles pages. Une page où il se passe rien. Et pour autant, ça pose l'ambiance. Il y a une utilité à chaque élément qui est proposé. Et toujours avec ce travail sur le noir, toujours ce travail sur le blanc, toujours ce travail sur les traits. C'est extrêmement bien foutu, je trouve. Voilà, c'est moi qui suis vraiment pas, encore une fois, un grand adepte des mangas. Celui-ci, il m'a vraiment chatouillé là où il fallait.
Franchement, oui, j'ai beaucoup aimé. On parlait de Brandy où si on était dans le flou, il se passait rien. Là aussi, on est dans le flou, il se passe rien, mais en fait, c'est pas grave parce que Mais il se passe des choses. ils arrivent à rendre les personnages intéressants. Ils arrivent à, oui, il se passe quelque chose, mais disons qu'on n'avance pas dans l'intrigue. Ils arrivent à rendre les personnages intéressants. Ils arrivent à nous montrer. Il y a un côté très social et oui, le professeur, donc, il est un peu. On sent qu'il a une douleur, qu'il y a quelque chose. Il protège cette jeune fille autant que possible. Mais pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'elle rejoigne les autres? Est-ce qu'elle rejoigne les humains, en gros, hein? Est-ce que c'est purement égoïste parce qu'il a besoin de compagnie? Est-ce que ne serait-il pas lui-même par rapport à son peuple maudit? Comment ça se passe entre les maudits? On n'en sait rien. Maudit. Et en gros, les humains, ils veulent juste pas s'approcher des maudits, parce que oui, dès qu'un maudit touche un humain, l'humain devient maudit. C'est pas top. Et puis voilà, C'est pas top. Oui, c'est pas top. Non, c'est pas top. Non, c'est important de le pas savoir. top. C'est pas top. Et on a cette Non, relation c'est pas très sympa. C'est pas bien. euh, C'est pas bien. d'amour, parce qu'il y a un réel amour qui est entre ces deux personnages. Alors, en tout cas, le maudit a l'air d'aimer la jeune fille a l'air d'avoir une confiance aveugle dans le professeur. Et le professeur a une classe folle. Ouais, il a une classe Il a une distinction de dingue. C'est un monstre. Physiquement, il est censé être extrêmement cruel. On est dans l'extérieur. Et il a une classe de dingue. Et de ce qu'on voit du monde extérieur, on a l'impression d'être dans un monde très médiéval. Et lui, il a des costumes victoriens. Ouais. Il a un côté très... Ça aussi, il y a un gros la décalage. classe, quoi. Graphiquement, effectivement, on retrouve ce trait un petit peu tremblant, un petit peu hésitant, mais qui a un peu ce côté subtil, entre guillemets, sauf sur les décors. Où là, C'est fin. Je sais pas si voilà. c'est tremblant. Mais... S'il n'y a pas ce côté, tu vois, c'est très bien lisse, bien droit. C'est ça que je veux dire. Et puis, le professeur qui est une sorte de tache sombre avec deux yeux blancs qui sortent du noir. Enfin, ça marche super bien. Mais effectivement, c'est une histoire d'ambiance. Après, sur le rythme du manga, souvent on le sait, c'est sur les deuxièmes tomes que ça part vraiment. Les premiers tomes servent souvent à poser les bases et les Japonais aiment bien prendre leur temps pour le faire. Et je suis très curieux de ce que donnera le tome 2 et de savoir si l'intrigue va progresser, ce qui rendra vraiment cette BD géniale. Parce que pour le moment, c'est ça qui manque un petit peu, c'est une intrigue et du fond. Voilà. Même si tu as une base vraiment solide, il manque ça derrière. Moi, je trouve que la base est posée et on attend juste que l'intrigue puisse avancer. Mais les bases sont posées. Si je reprends la comparaison, parce que tu en reparlais avec Brandy, comme je le disais tout à l'heure, Brandy, ce n'est qu'un diptyque, ce qui veut dire que c'est forcément déséquilibré dans le récit et dans les informations. Là, encore une fois, ça va être un manga, donc il va y avoir plusieurs tomes, il y en a 4 de parus aujourd'hui, donc forcément, on est sur un rythme différent, quoi. Tayo ? Ouais, écoutez, les gars, au début, je l'aimais beaucoup le bouquin. En fait, quand je vous entends en parler, je me dis que peut-être finalement, en fait, il est chiant parce que vous avez fait une chronique vachement longue dessus, quoi. Mais il y a beaucoup de pages, c'est du manga, il n'a pas l'habitude. C'est pour ça. De chroniquer des bouquins aussi gros. Mais allez vous faire encadrer. Voilà. En plus, vous allez quoi ce soir ? Il a trouvé qu'il y avait une narration très étrange parce que il commençait par la fin. C'est vraiment bizarre dans la façon qu'ils ont de raconter le truc, comme livre. En fait, là, c'était mon avis que je devais donner. Vas-y, mais, je t'en prie. Vas-y, tu veux en refaire une deuxième, puis n'hésite pas, quoi. Je te laisse ma parole. Écoutez, moi, ça m'a quand même beaucoup plu. Il y a une sorte de petite... il y a un côté très agréable et très enfantin, en fait, dans cette relation. Encore une fois, on reste toujours un petit peu dans la thématique de la belle et la bête, quoi. Je sais pas, ce soir on a bien choisi le bouquin, mais ils sont tous un peu dans le même truc. Mais le côté étrange que tu as dans ce bouquin-là, ça produit un truc. Vraiment, ça produit un truc et t'as envie de suivre, quoi. T'as pas tous les morceaux du Pulse, mais t'as très envie de connaître, on va dire, ce qui va les lier entre eux, contrairement à Brandy, tout qu'on avait tout à l'heure. Donc vraiment, voilà, un bon manga, une bonne découverte, et impatient de lire la suite. Voilà. Bon, pour moi, donc je mettrai mon petit coup de cœur, mais après vous faites ce que vous voulez. Moi, je tends un tome 2 pour valider, on va dire. C'est surtout ça, en fait. Donc sur le tonneau, je le mettrai pas, comme ça il n'y aura pas. Voilà. Puisque c'est comme ça, si tu le mets pas, je le mets pas.
Ah non, Ah moi je le ouais. mets sur le tome 1 et pas sur le tome 2. C'est toujours délicat peut-être de mettre un coup de cœur sur un premier tome. Il faudrait peut-être qu'il y ait un arc qui se termine, je sais pas. C'est un peu ça. C'est un arc qui se termine. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai un coup de cœur sur le premier tome. J'ai adoré. Mais, mais... sur l'ensemble de l'histoire, c'est attendez, peut-être. les enfants, un coup de cœur, c'est pas raisonné. Ouais. Voilà, à un moment donné, si vous êtes là en train de me dire ouais, mais parce que tu comprends, moi j'attends d'avoir. Si on commence à mettre des critères, c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, moi, le premier Star Wars m'a pas follement emballé. J'ai préféré que le 2. Alors du coup, je vais pas dire que c'était quand même une grande trilogie. T'as pas tort. Bon, les gars, si à chaque fois que vous avez vu embrasser une fille, vous vous êtes posé la question, oui, mais est-ce que demain, en fait, elle aura toujours la même tête quand j'aurai des cuvées? Ouais, ben dans ce cas-là, elle l'embrasse pas, c'est sûr. Non. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle aura toujours la même tête une fois qu'elle aura des cuvées? Oui. Voilà. Amorostasia, le tome 3. Mais non, mais du coup, on n'a pas collé le coup de cœur. Non, mais il a dit qu'il ne voulait pas. Ouais. Ah, tu veux pas le mettre? Je veux pas le mettre. Putain, il est chiant. Amorostasia, le tome 3. Alors, dans Si tu Amorostasia... prends comme ça, je mettrai pas de coup de cœur sur Amorostasia. Je vous rappelle qu'une maladie est arrivée qui faisait se figer toutes les personnes amoureuses. Ouais, la pierrique aiguë. Voilà, sauf que deux cas sont arrivés. Un cas spécial est arrivé, c'est qu'un couple a été guéri de l'amorostasia. Et on va suivre l'histoire de ce couple dont j'ai oublié les noms, parce qu'en plus j'ai même pas la BD pour me rafraîchir la mémoire, mais Tizak a pris plein de notes et je suis sûr qu'il a les prénoms des personnages. Olga et Kiran. Voilà. Et ils vont continuer à vivre ensemble parce qu'ils se redécouvrent, mais ils avaient eu un peu un coup de foudre, donc ils se connaissent pas trop. Et ils commencent à vivre ensemble. Et là, très vite, ils vont se rendre compte qu'ils ont pas vraiment les mêmes façons de vivre et les mêmes objectifs dans la vie. C'est un peu aux antipodes. Et peut-être que l'amour, ça dure pas toujours non plus. Et c'est la question qui va se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens, eux, ont été guéris et pas les autres? Kieran, lui, va rentrer dans une sorte de star system, parce qu'il est vraiment un personnage exceptionnel. Il a un cas unique. Tandis qu'elle va continuer à essayer de comprendre, c'est une journaliste, elle va s'intéresser à ce qui se passe dans la recherche, à essayer d'aller un peu plus loin. Jusqu'à une conclusion, on va dire, qui va dire, termine la série, je pense, sur ce tome 3. Je pense pas qu'il y aura de suite. En tout cas, je vois pas trop comment ils peuvent faire. Mais qui pose cette question-là, c'est oui, c'est beau l'amour, mais est-ce que ça dure toujours? Voilà. Graphiquement, Cyril Bonin, bon, j'avoue, je le préfère en couleur qu'en noir et blanc. J'aime bien sa façon de dessiner ces personnages. Et j'avais un souvenir des premiers tomes d'Amorostasia en couleur. Alors, je sais pas pourquoi. Non, c'est en noir et blanc, mais voilà, bon. Il a un style léger, efficace, des personnages féminins sublimes, je trouve. Et une façon de dessiner l'amour que j'aime bien. Il se pose toujours cette question, d'ailleurs, c'est mettre de la science-fiction avec de l'amour, en fait. C'est un de ces sujets qui revient dans toute son œuvre. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça bien écrit. C'est efficace et je trouve que ça finit plutôt bien l'histoire en ouvrant un peu le débat sur effectivement c'est pas parce qu'on tombe amoureux maintenant qu'on va l'être tout le temps. Isaac. Donc on est toujours dans cette dimension de questionnement autour de l'amour. Mais ce questionnement sur l'amour, finalement, n'est qu'un prétexte, un support, pas un prétexte, mais un support pour des réflexions autres au niveau de la société. Ça avait déjà commencé à virer sur ce ton-là dès le tome 2. Le premier tome était uniquement un tome d'amour, d'histoire, machin, ou quasiment que. Le deuxième tome avait plutôt développé l'aspect politique, et ce troisième tome vient enfoncer le clou dans cette idée-là, avec tout un tas d'idées novatrices. Soyons fous, une femme présidente. Soyons fous, la culture qui peut venir au secours d'une situation inextricable. Non, c'est l'ex-femme du président. Oui, mais qui va devenir présidente. Enfin, voilà, elle ne sort pas de nulle part, mais voilà. Oui, parce que le président s'est figé, mais pas devant sa femme. C'est cela même, n'est-ce pas? Comme chez Étrange. Après, il y a des choses qui sont quand même très caricaturales et très binaires dans cet album.
on est du bon ou on est du mauvais côté, on est chez les gentils ou on est chez les méchants, on a la bonne attitude ou on a la mauvaise attitude. Il y a peu de nuances, je trouve, par rapport au positionnement des personnages. En tout cas, ils nous sont présentés comme ça. On est dans le bon camp ou on est dans le camp des méchants. Voilà, globalement, c'est un petit peu ce que je regrette. Mais il y a des idées intéressantes. Après, graphiquement, c'est toujours très bon. Voilà, moi, je me régale graphiquement. Ça fonctionne toujours très bien. Donc moi, j'ai passé un très bon moment à le lire. Ça vient alors que j'avais peur avec le deuxième qu'on commence à rentrer dans un truc où on venait diluer un album qui avait marché pour continuer à faire du pognon. Non, là je trouve que ça a pris une autre direction par rapport au premier tome. On est sur l'exploitation de la situation du premier tome, mais à des fins radicalement différentes, sur des objectifs qui sont à mon sens différents. Alors après, peut-être que Cyril Bonin avait d'emblée, lui, cette idée-là, de glisser de l'amour vers la politique, de l'amour vers la société. Mais en attendant, moi en tant que lecteur, le premier tome, il était très ancré dans une histoire d'amour. Le tome 2, le tome 3 bascule vers autre chose, et quelque chose de très intéressant finalement, moi qui m'a beaucoup plu, avec pas que des qualités, mais vraiment un très bon moment de lecture. Bon, on va faire une petite rétrospective. Le tome 1 m'avait bien plu, le tome 2 m'avait un peu fait suer, et le tome 3, en fait, j'y suis allé un peu reculons, et ça m'a pas non plus vraiment enthousiasmé. Voilà, je vais pas... Graphiquement, c'est toujours... c'est Cyril Bonin, j'ai des bouquins de lui que j'ai beaucoup aimés. Il est toujours dans le même style graphique, qui est efficace, qui fonctionne parfaitement, mais la narration elle-même m'a vraiment, enfin l'histoire en fait plutôt, parce qu'il n'y a pas d'erreur de narration, mais l'histoire en fait m'a pas plu. Il a très bien fait son bouquin, il est très joli, mais j'ai pas accroché. Pas touché donc. Pas touché. Pas touché, non. Genre, je suis pas tombé en amour Stasia en fait. Oh. On l'avait déjà fait pour le premier et le 2, je crois. Ouais. T'as pas été figé devant ce bouquin? Non. Si, mais je suis resté quoi? Je suis resté de marbre en fait. Vous avez fini le tour des jeux de mots pourris, les autres. Ouais, j'étais complètement stone devant ce truc. Attends, on va en trouver d'autres. Oh non, il envoie un jingle. Express. Fallait pas Putain, sentir je me suis obligé. coupé la parole, quoi. Comment tu fais pour envoyer un jingle? Non, Mathieu, ce n'est pas moi qui ai envoyé. J'avais la main sur la souris, mais ce n'est pas moi qui ai envoyé le jingle. Ah ouais, non, j'ai eu peur. J'ai dit... Où il a... Par ma simple force de pensée. Ah, ouais, j'ai une puissance pas mal. Bon, on continue. Descender, tome 3. Rappelle-nous rapidement les enjeux des 2 premiers tomes et ensuite dis-moi en quoi celui-là il vaut le coup de continuer cette série. Alors, Descender, on est dans une galaxie où on a 9 planètes majeures qui sont gouvernées par le CGU. Un beau matin, des robots gigantesques. Un robot gigantesque par planète s'installe et zigouille une grosse partie de la population. Du coup, les humains restants ont une peur panique de petit 1 que ces gros robots qui ont été surnommés les moissonneurs reviennent, et ils ont une peur panique des petits robots restants. Et donc, y a tout un tas de clans qui s'organisent pour zigouiller les petits robots restants. Bien sûr, il y a des opposants à cette politique-là et à ces pratiques-là. Donc, on est dans un univers qui était construit, mais qui se déconstruit, et qui a une peur panique de retomber dans une guerre. Au milieu de tout ça, on a un petit robot, Team 21, qui se réveille, alors qu'il était en veille depuis une dizaine d'années, depuis l'attaque des moissonneurs. Et quand il se réveille, il se connecte du coup au réseau général, et le CGU se rend compte que ce petit robot a le même codec, c'est-à-dire le même code, on va dire, de base, que les moissonneurs. Et donc il faut absolument en apprendre plus, parce qu'on ne sait pas d'où sont venus ces moissonneurs, on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas quels étaient leurs objectifs. Et donc chacun va y voir des intérêts différents, mais Team 21 prend une importance capitale, et donc dans les 2 premiers tomes, c'est ce qui est relevé, c'est-à-dire qu'on a le CGU qui envoie 2 de ses soldats, dont la fille d'un général, en quête de récupérer ce petit robot. On a l'ancien propriétaire, le jeune garçon à qui on avait offert ce robot, qui est devenu depuis chasseur de primes et dézingueur professionnel de petits robots, qui est lui aussi sur les traces de ce Team 21. Et on a le clan des robots, qui est là pour se rebeller, pour survivre, mais aussi par rapport à une réflexion autour de la vie après la mort numérique ou robotique,
qui est en quête aussi de ce petit robot pour avoir des réponses sur les moissonneurs. Donc voilà où on en est. Et la fin du tome 2 nous laissait un méga cliffhanger. La fin du tome 2 nous laissait dans un méga cliffhanger. Dans ce tome 3, eh bien, on a donc notre groupe composé de la fille du général, donc Telsa. On a l'ancien propriétaire, le jeune garçon qui est devenu donc adulte maintenant, jeune adulte, Andy, qui est en partenariat avec son ancienne compagne, qui elle-même s'est vue transformée partiellement en robot suite à un accident, qui s'appelle Effie. On a le chien, bien sûr, qui est toujours là. On a une espèce de robot foreur, qui est un robot tueur, qui est un ancien... Je suis un tueur. Je suis un tueur, je suis un tueur. Eh bien, en fait, cette petite phrase n'est pas tout à fait anodine. Et donc, on a cette galerie de personnages qui, dans ce tome 3, nous est présentée un peu plus en profondeur. Voilà. Ce tome 3 est une sorte de pause dans l'intrigue générale pour prendre le temps. Pierrick, tu avais utilisé le terme de respiration dans la saga. C'est exactement ça. On prend le temps de se poser 2 secondes et de repositionner chacun des personnages dans son background, avec quel est son historique, d'où est-ce qu'ils viennent, donc aussi bien pour la nana du CGU, que le gros robot foreur, que le petit Team 21, que d'où viennent les robots du conglomérat, et notamment le Team 22, qui a des attitudes de plus en plus humaines, et on comprend pourquoi est-ce qu'il a ces attitudes humaines, qui sont très différentes des attitudes humaines de Team 21. Bref, c'est toujours aussi bien et c'est à suivre. C'est toujours aussi bon, c'est toujours à suivre, et vivement la suite, monsieur Mathieu. Je crois qu'on valide tous en plus. Yes. Ouais, c'était vraiment très très bien. Eh bien, c'est l'été, ça y est, un mois d'août. On espère que vous avez des vacances, que vous en profitez. Nous, on s'apprête à glander parce qu'on est comme ça. Hein. Non, pas du tout, moi je bosse. Toi, tu bosses en août? Ouais, c'est le seul institut qui bosse en août. Non, on est nombreux. Ah oui? Peut-être pas ta femme. Hein, mais... D'accord. C'est comme s'ils allaient préparer leur travail pour la rentrée, quoi. Bref, merci de nous écouter. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, à nous laisser des commentaires, nous donner votre avis. On revient pour une prochaine saison. On va essayer de changer un petit peu les choses pour inclure peut-être des nouveaux chroniqueurs, ce qui n'est pas une chose évidente. C'est-à-dire qu'on en cherche des bons depuis le temps. Ouais, c'est pas, faut s'élever à notre niveau, c'est pas facile. Voilà, nous, il nous a fallu 175 épisodes pour être à peu près correct. Donc, t'imagines, pour avoir des blagues d'une qualité exceptionnelle. Voilà. Merci encore à vous. Hangout, tu es là? Notification. On se retrouve en septembre, peut-être en octobre, mais on va essayer en septembre. On vous dit à très bientôt. Bon, sinon en novembre. Hein. Oui, c'est ça. Bon Noël. Allez, joyeux Noël et bon Hanouka. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.